Longtemps, le panneau horaire a annoncé le vol comme retardé et la compagnie aérienne estimait pudiquement avoir simplement perdu le contact avec l'appareil. Nous n'avons pas eu de signal de détresse de l'appareil et aucune information sur de mauvaises conditions météo au moment où nous avons perdu le contact avec l'avion. 2 heures après son décollage de Kuala Lumpur, le signal de l'avion a tout simplement disparu des écrans radars, au moment où celui-ci pénétrait l'espace aérien vietnamien et aurait dû, à cet instant, entrer en contact avec les aiguilleurs du ciel d'Ho Chi Minh Ville. À bord, 227 passagers, dont 4 Français et 12 membres d'équipage. L'avion était en service depuis 11 ans et le commandant de bord, un pilote expérimenté de 53 ans, avait près de 18 000 heures de vol et d'expérience. À Pékin, la colère a pris le pas sur les larmes et la tristesse des familles. Peu ou pas d'informations pour expliquer d'abord un retard, puis ce qui semble être la plus grave catastrophe qu'ait connue la compagnie malaisienne. Le reste n'est qu'une série de longues questions et d'interrogations. Où est passé cet appareil? Que s'est-il passé pour qu'il disparaisse aussi rapidement des écrans radars? Il y a des rumeurs comme quoi l'avion se serait posé à Nanning en Chine. Nous travaillons pour vérifier l'authenticité de ces informations. Autant de rumeurs rapidement démenties, autant de questions pour l'instant encore sans réponse. Ces images, ce sont les premières qui nous sont parvenues ce 8 mars 2014 donc, et cela fait 4 ans pour vous que vous vivez une vie sans réponse, une vie détournée. C'est le titre que vous avez donné à votre livre. À vos côtés, ce soir, Gérard Arnoux, vous êtes ancien commandant de bord, président également du comité de veille de la sécurité aérienne. Cela veut dire que vous accompagnez les familles, des victimes de ces crashs aériens, c'est ça? En particulier dans le conseil technique et les procédures judiciaires. Dans l'accompagnement judiciaire, vous ne vous y étiez jamais rencontrés tous les deux? Non, c'est pas... En tout cas, pas dans le cadre... Là, c'est une bonne occasion de le faire. Voilà, et vous allez échanger avec Xavier Titelman également. Bonsoir, vous êtes consultant spécialiste du secteur aéronautique et de la sécurité aérienne et vous avez par ailleurs fondé le centre de traitement de la peur en avion. Vous aussi, vous êtes penché sur la disparition de cet avion et étudié les pistes possibles depuis ce Good Night Malaysia 370. C'est le Bonne Nuit de routine, le dernier, avant le blackout. Alors on va essayer de reprendre peut-être pour comprendre le fil chronologique de cette catastrophe. L'objectif premier, lorsque cet avion a disparu, ça a été de l'avion. Et puis, l'avion fait ce demi-tour. Son ultime localisation, elle, se fera au large de l'Australie. C'est là qu'auront lieu les premières recherches. Est-ce que c'est la toute première erreur ? Déjà, moi je trouve dans ce que vous dites, il y a déjà des tas de doutes. C'est-à-dire quand vous dites l'avion a fait demi-tour... On n'en est même pas sûr aujourd'hui ? Moi j'en suis pas sûr. Je vais vous dire 2 choses. Ce qui donne le trajet de cet avion aujourd'hui, c'est 2 choses. C'est un radar militaire malaisien qui a pointé l'avion revenant sur la Malaisie et des données Inmarsat, de satellites Inmarsat, qui ne sont pas faits pour ça, qui auraient soi-disant suivi l'avion jusqu'à 8 h du matin. Il faut savoir que ces 2 données-là, nous les demandons depuis le début d'avoir des preuves de ces données-là depuis le début. Les familles, et pas seulement les familles, le juge français qui est en charge de l'affaire les demande. Nous n'avons jamais eu la preuve de ces données-là. Pourquoi on ne nous donne pas la preuve de ces données-là? Moi, je ne vois pas de raison autre que ces données ne sont pas réelles. Vous n'avez jamais eu de documents officiels? Jamais. Jamais. Ce qui veut dire, Xavier Titelman, déjà dès le départ, on peut se tromper sur la trajectoire de l'avion. On n'est même pas sûr de ça aujourd'hui. Alors, moi après, je suis plus sur l'analyse technique et factuelle. J'ai été dans l'armée, dans la marine, j'étais radariste sur des avions de patrouille maritime. C'est vrai que déjà, la première problématique, c'est qu'on met 3 jours avant de réussir à analyser un radar. Ça veut dire que les gens qui étaient derrière leur radar n'étaient pas en train de le regarder. Donc ça, c'est la première problématique. On est dans une zone assez surveillée. Les gens ne sont pas forcément éveillés alors qu'il y a un avion qui zigzague et qui est inconnu et qui est en train de les survoler. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est problématique. Néanmoins, si on considère qu'il y a peut-être un manque de professionnalisme chez les radaristes qui étaient, voilà, c'est la nuit, il y a un avion qui vole très haut, qui n'a pas l'air de les attaquer, c'est possible que ça passe inaperçu, ce ne serait pas une première. On se souvient de l'avion qui avait réussi à traverser le bloc qui avait été quasiment jusqu'à la place Rouge à Moscou, alors qu'il venait de l'autre côté. Et voilà, on sait qu'il est possible d'avoir des failles dans la raquette malgré des radars très perfectionnés. Vous voulez réagir? J'aimerais réagir là-dessus, parce que je suis d'accord qu'il peut y avoir des failles dans une raquette dans un pays. On ne parle pas d'un pays, là. Quand vous voyez le trajet de l'avion, on parle de 7 pays différents. L'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, le Vietnam, Singapour, l'Australie et l'Inde. On parle de 7 pays différents, d'accord? Il y a 7 pays qui ont des trous dans la raquette le même soir? Non, c'est pas possible.
Parce que les radars civils, effectivement, ne voient pas l'avion si on coupe les communications. Les radars militaires sont faits pour ça. Sans compter qu'il y a 2 pays à prendre en compte supplémentaires, la Chine et les États-Unis, qui surveillent cette zone comme le lait sur le feu. Hein, et moi, je sais qu'il y a notamment 2 AWACS sur zone qui surveillent américains qui surveillent la zone, sans compter les AWACS singapouriens qui surveillent la zone. Donc, non. Arrêtons de nous dire n'importe quoi sur cette histoire. On sait parfaitement où il est, cet avion. Alors on va y revenir, on va essayer de suivre pour voir aussi comment depuis 4 ans les choses se sont passées et pourquoi depuis 4 ans vous n'arrivez pas à obtenir ces réponses que vous recherchez, que vous appelez, et on reparlera de ça aussi parce que vous avez lancé notamment un appel à Emmanuel Macron, vous nous direz tout à l'heure où ça en est et si vous avez obtenu une réponse. Mais donc ça, c'est ce dont on pense disposer le 8 avril, le jour de la disparition de l'avion. Et j'en reviens à ça. La première étape, c'est de trouver des débris flottants. Avec ces données-là, on ne peut pas les trouver. C'est-à-dire, je pense qu'il faudrait procéder par élimination, en fait, dans cette affaire. Je ne prétends pas avoir la réponse finale, mais ce qu'il faut, c'est partir un peu de la chronologie des événements. Qu'est-ce qui se passe, en fait ? On a cet avion qui décolle normalement, tout se passe bien jusqu'à 40 minutes de vol, l'avion est en croisière, et à ce moment-là, il passe un point qui est important. Il franchit la limite de contrôle entre Kuala Lumpur et le Vietnam. Et curieusement, toutes les communications de l'avion sont coupées à ce moment précis. Je trouve quand même que ça serait étrange que ce soit tous les Vietnamiens s'inquiètent de ne pas voir l'avion, qu'ils prennent leur téléphone, qu'ils appellent leurs homologues malaisiens, alors que leurs rapports ne sont pas bons pour des raisons de revendication territoriale dans la région. On sait que ça va prendre un certain temps. Déjà, donc moi je trouve que le moment de l'événement est important. Il y a eu, vous savez, on s'est posé des questions sur la façon dont on pouvait couper les communications sur cet avion, donc c'est tout à fait faisable. On coupe d'abord les émissions transpondeurs qui donnent la position avec son étiquette sur les écrans radars des contrôleurs. Donc là, il disparaît. Ça disparaît. Ça disparaît. Et après, on finit le travail en rentrant dans un menu, c'est un peu plus compliqué, on rentre dans un menu informatique sur l'ordinateur de bord qui s'appelle ATC-COM. Et là, on peut couper la CARS, ce qu'on a appelé la CARS, qui a plusieurs fonctions. La CARS, il sert aux communications avec le contrôle aérien en ADSB et en liaison satellitaire. Ça veut dire, si je simplifie, qu'on n'est plus joignable. Absolument plus. Comme si on coupait son téléphone. Il ne peut plus y avoir aucun contact avec l'avion dans les 2 sens. Et puis la CARS sert éventuellement à envoyer des données techniques au siège de la compagnie. Donc, il est tout à fait possible de couper la CARS, bien que ce soit une manipulation qui ne soit pas tout à fait si simple que ça à exécuter. Ça, c'est plausible, donc il a pu se passer ça. Ah, tout à fait. Alors, on est au début sur une... Alors, clairement, dans les premières années, la quasi-unanimité de tous ceux qui ont pu analyser la situation, on pensait que c'était quelque chose de volontaire. Parce qu'on a cette déconnexion, on a ce virage qui est pile sur la frontière, et comme je disais tout à l'heure, si vous rentrez clairement dans un espace aérien, peut-être qu'on va faire plus attention, mais si vous volez pile sur la frontière entre les deux, c'est la bonne façon de passer inaperçu. Donc on est parti très longtemps sur cette idée dominante, en tout cas, que c'était un acte volontaire, délibéré de quelqu'un aux commandes qui essayait de passer inaperçu. Je n'ai pas dit aux commandes. Non, mais... De quelqu'un à bord. Sur les hypothèses, on va y revenir, puisque là, on est donc vraiment au tout début. Et sur ce qui va se passer, effectivement, il va falloir comprendre, mais sur ces recherches. Et est-ce que vous, dès le début, vous vous dites on ne cherche pas au bon endroit? Est-ce que vous le pressentez très rapidement? Dès le début, en fait, ce qui se passe, c'est que pendant 4 jours, on a perdu l'avion en mer de Chine. Donc là où on perd les communications de l'avion. Donc pendant 4 jours, il faut savoir que les recherches se font en mer de Chine. Des avions, des bateaux, des moyens monstrueux. On nous montre même des photos satellites chinoises avec des débris de plus de 20 mètres de long. Et on ne trouve rien. Et le 5e jour, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit « Oh, on a vu l'avion de l'autre côté ». Donc c'est le 5e jour que je me dis n'importe quoi. Je suis d'accord que les militaires peuvent ne pas le voir le premier jour. Il faut savoir que toutes les bandes sont enregistrées. Mais le lendemain, on sait qu'il y a un avion qui disparaît. Donc tous les militaires regardent leur bande. Donc on le sait le lendemain que l'avion il est de l'autre côté. Et on ne le sait pas le 5e jour. Je suis désolé. Donc le 5e jour, je me dis ça y est, il y a un problème, on nous ment. Alors voilà ce que raconte Jean-Paul Troidet, qui à ce moment-là est à la tête du BEA, qui s'appelle encore le Bureau Enquête Accident. Il est appelé à la rescousse, il arrive en Malaisie et il dit qu'il se trouve face à des gens qui ne savent pas quoi faire.
Et ça recoupe un peu ce que vous nous dites là. Ça va se ressentir évidemment tout au long des mois qui vont suivre. Et d'ailleurs, on l'entend aussi dans les mots, les formules maladroites, les atermoiements des autorités malaisiennes. On a regroupé quelques-unes des déclarations qui ont pu être faites lors des différentes conférences de presse. Tant que nous n'aurons pas localisé l'avion ou ses débris, nous ne pourrons déterminer la cause ou les causes de l'incident. Nous n'avons pas eu de signal de détresse de l'appareil et aucune information sur de mauvaises conditions météo au moment où nous avons perdu le contact avec l'avion. Les bateaux vont continuer leur recherche, même pendant la nuit, et dès maintenant. Mais pour l'instant, il n'y a aucun signe de l'appareil. Alors, quelques extraits parmi d'autres, hein, c'est comme ça que les choses vont se passer. Et puis, ils sont aussi très maladroits dans la façon dont ils vous informent. Je pense notamment à ce SMS que vous allez recevoir le 24 mars. Nous regrettons profondément de devoir supposer, au-delà de tout doute raisonnable, que le vol MH370 a disparu et qu'aucune des personnes à bord n'a survécu. Comme vous l'entendrez dans la prochaine heure du Premier ministre malaisien, nous devons maintenant accepter que tout porte à croire que l'avion s'est écrasé dans le sud de l'océan Indien. Ça, c'est ce qu'ont reçu toutes les familles, Toutes les familles ce 24 reçoivent mars. ce SMS-là le 24 mars en disant voilà, il n'y a plus d'espoir, vos proches sont décédés et sont dans l'océan Indien. Mais on n'est pas capable de vous dire ce qui s'est passé et comment ils sont morts. Et c'est comme ça que les jours et les mois qui suivent la disparition de l'avion vont se passer, hein, rythmés par les breaking news des chaînes d'infos, l'attente de ces SMS. C'est ce que vous racontez aussi, hein, que vous êtes... Oui, mais en fait, à cette époque-là, je reçois tous les jours un mail de Malaysia Airlines. Mais en général, il me dit je ne sais rien de plus que la veille. Mais tous les jours à 4 heures de l'après-midi, 16 parce que c'est 16 heures, je m'en souviens, enfin, je suis au boulot et à partir de 3 heures, je suis devant mon écran et j'attends l'email en fait. Hein. Et c'est dingue, mais tous les jours, en plus, il ne se passe rien. Mais ça se passe pendant un peu plus d'un mois. Ouais. Et finalement, le seul qui va découvrir quelque chose, c'est un homme qui ne cherche pas, puisqu'il marche le long de la plage, près de la commune de Saint-André à La Réunion. Il aperçoit un large objet dans l'océan. Il vient de trouver... Qu'est-ce qu'il retrouve à ce moment-là? C'est une partie de l'aile de l'avion? Alors c'est une partie de l'arrière de l'aile qu'on appelle un flaperon. Et on a eu, enfin c'est l'équipe à laquelle j'appartiens qui s'appelle les Aviation Geeks. On a très vite analysé ces pièces, ces morceaux, et on a réussi à trouver la corrélation. On a vu que ça appartenait à un morceau d'un Boeing 777. Donc un morceau de Boeing 777 qui flotte dans ces eaux-là, évidemment, il n'y avait pas de doute sur l'origine. Mais c'était le premier morceau. Alors après, on peut discuter aussi sur la véracité. Je sais que c'est des questions qui se discutent, mais sur lesquelles on avait des numéros de série, on a des numéros d'authentification. Et sur les 18 morceaux plus ou moins reconnus comme faisant partie d'un Boeing 777, il y en a seulement 3 qui ont des numéros de série qui peuvent leur faire remonter à l'avion. C'est tout ce que l'on va retrouver? Malheureusement oui, parce qu'on est sur une zone, vous l'avez dit tout à l'heure, on n'a pas cherché au bon endroit dès le début. D'abord on cherche dans la mer de Chine, puis après on cherche entre l'Inde et la Thaïlande, et puis c'est seulement 13-14 jours après qu'on nous dit c'est totalement dans le sud de l'océan Indien, sauf qu'au bout de 14 jours, même s'il y avait eu beaucoup de débris, en réalité ils auraient été dispersés. Il y a une autre problématique, c'est que les photos satellites qu'on a pris à ce moment-là n'ont rien vu. Et il y a des photos satellites qu'on nous a ressorties il y a quelques mois dans lesquelles finalement on accepte de vous donner la plus grande résolution des images. Et là on voit des débris qu'on n'avait pas vus il y a 3 ans. Donc, mais qui n'ont pas été récupérés. Qui n'ont pas été récupérés à l'époque, parce qu'il faut aussi comprendre qu'on est sur une zone qui est excessivement loin. Un avion de patrouille maritime va faire un vol qui va durer jusqu'à 10 heures. Il faut 4 heures de trajet depuis l'Australie pour arriver sur la zone. Ils ont 2 heures sur zone avant de repartir dans l'autre sens. Et un débris qui flotte n'est pas détectable au radar. Donc c'est des choses qui sont excessivement... C'est uniquement à la vue qu'on peut trouver des choses qui vont se trouver dans l'eau et qui ne sont pas forcément d'une couleur reconnaissable. Il faut faire des patterns éloignés d'1,5 km. C'est assez difficile de retrouver des morceaux qui flottent, surtout quand ça a été dispersé depuis plusieurs jours. Et ces débris, ils ne vont rien révéler. Cette aile, elle ne dira rien. Cette aile ne dit rien. Moi, cette aile, j'ai des doutes sur cette aile. Je suis d'accord que c'est une aile d'un Boeing 777. Il faut quand même savoir qu'il y a des tas de Boeing 777 qui ont été démantelés. Je vais juste vous dire 2 choses. Cette aile, comme par hasard, ce flaperon, comme par hasard, sa plaque d'identification n'est plus là. Elle est décollée. Vous savez, quand on décolle, les plaques d'identification, c'est juste quand on démantèle les avions. Il y a eu plein de ces blancs de Boeing, de Casa en Espagne. Il y a 3 numéros.
il y en a seulement un qu'on a identifié. Et vous connaissez le papier d'identification? C'est écrit à la main. C'est écrit à la main entre ce numéro d'identification et une commande Malaysia Airlines. Pas ce Boeing-là, une commande Malaysia Airlines. Mais les deux autres, pourquoi il n'y a pas la trace? Donc, excusez-moi, mais ce flaperon, je ne peux pas y croire. Vous n'y croyez pas? Qu'est-ce qu'on vous dit tout de même au moment où cette pièce-là est retrouvée? Ah bah, ce qui est aussi très bizarre dans le timing, c'est que les Français retrouvent cette pièce. On est combien de temps après? On est quoi? 18 mois. 18 mois, presque 2 ans an et demi après la disparition. Un an et demi après. Donc on retrouve ce flaperon. Déjà, ce flaperon est envoyé en France à Toulouse. Et les Français veulent examiner ce flaperon. Alors après, il y a une tension internationale incroyable. Les Malaisiens veulent venir, les Singapouriens veulent venir. Qu'est-ce que foutent là les Singapouriens? Sans compter les Anglais, les Américains, tout le monde veut être là. Donc on ouvre ce flaperon devant tout le monde et on commence à le regarder. Et c'est là qu'on voit à l'intérieur, effectivement, ces 3 numéros. On voit que la plaque n'est plus là, donc là on ne peut pas l'identifier. Et on voit ces 3 numéros. Et bizarrement, ça on sait que c'est fait en Espagne. On appelle l'Espagne et l'Espagne nous dit on est en vacances, on verra ça dans 2 mois. Déjà. Donc on perd encore du temps. On perd du temps et 2 mois plus tard, on va en Espagne. Et là, le jour où le juge français est en Espagne, la Malaisie déclare c'est le flaperon de l'appareil. Alors que le juge n'a rien dit. C'est lui qui mène l'enquête. La Malaisie n'est pas en Espagne. Mais le soir même, la Malaisie déclare c'est prouvé. Ça fait... Donc déjà, pourquoi ils disent ça avant? Et le juge français est furieux. Le juge français dit mais non, j'ai pas dit ça. Bon, il s'avère qu'il le dit 24 heures plus tard, parce qu'on lui a donné un document, je dis encore une fois, écrit à la main, sur un numéro sur 3, pas sur les 3 numéros. Donc voilà. Donc le timing est aussi extrêmement bizarre. Enfin, bon, de toute façon, tout est comme ça depuis le début. Et Gérard Arnoux, ce qui m'intéresse, c'est quand on est, donc on le disait, 2 ans, 18 mois, 2 ans après la disparition d'un avion. Vous accompagnez, vous le disiez, ces familles, notamment dans les procédures judiciaires. Il y a une procédure judiciaire à ce moment-là qui est en cours. Comment on aide ces familles face à ces doutes légitimes, face à ces interrogations, face à l'attente? Nous, le premier travail qu'on fait, c'est d'essayer de faire une analyse technique. Et je me souviens, d'ailleurs, c'est ce qu'on avait fait très très vite, très peu de temps après l'accident. Moi, j'ai réuni un petit groupe de commandants de bord 77, de gens qui ont travaillé au bureau technique Air France sur le 77. Et on a commencé à essayer d'imaginer des hypothèses, non pas de lieu de disparition, on n'en était pas encore là, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer. Et ça, c'est la première démarche, parce que de toute façon, ce que j'ai remarqué quand même tout de même, toutes les familles de victimes, elles ne cherchent pas vengeance, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Ce qu'elles cherchent, je me souviens au procès de Saint-Odile, ils avaient été déboutés en dernière instance après 17 ans de procédure. Le président de l'association avait poussé un cri de détresse au tribunal. Et puis il m'avait dit le soir, on n'a pas eu la justice, mais au moins on a eu la vérité. Donc ce que veulent les familles, elles veulent la vérité. Elles veulent savoir ce qui s'est passé. Voilà, ça c'est toutes les associations, toutes les familles que j'ai rencontrées, c'est leur leitmotiv. C'est ça surtout qu'elles veulent. Sauf que vous n'êtes pas en mesure de leur apporter les réponses. Alors comment on fait? On est en mesure d'examiner les faits techniques. Ça c'est notre travail. Sans prétendre avoir toutes les réponses, mais en tout cas on peut éliminer, nous, ce qu'on a essayé de comprendre, c'est qu'est-ce qui avait bien pu se passer à bord de cet avion. Bon. Apparemment, il s'est passé quelque chose de ce qu'on peut appeler un acte illégal, quel qu'en soit l'auteur, parce que la coïncidence de la coupure de communication, et puis après on a examiné toutes les causes techniques qui peuvent amener un avion à disparaître comme ça, aussi soudainement, sans laisser de traces. En fait, c'est pas possible. Pas possible. Ça n'existe pas. Parce que si ça avait été une catastrophe d'une telle soudaineté qu'elle empêche les pilotes de communiquer, ce qui peut arriver, si c'est vraiment un événement extrême, mais à ce moment-là, on aurait trouvé des milliers de débris dans la mer de Chine, puisque la mer de Chine, c'est comparable à notre Méditerranée. Donc vous pensez bien que si un 77 tombe en Méditerranée, on va trouver des traces. Le détroit de Malacca, c'est la Manche. Si un 77 tombe là, on va le trouver tout de suite. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas là. Ça, c'est au moins, on peut avoir cette certitude-là. Après, qu'est-ce qui a bien pu se passer à bord de cet avion? Les causes techniques, on n'en trouve pas. On n'en trouve pas. On a imaginé des incendies de soute, puisque cet avion, semble-t-il, transportait un chargement de piles
Le seul moyen de les éteindre, c'est effectivement d'abord de couper les flammes, mais ensuite de plonger la batterie dans l'eau, de la refroidir. Alors dans la soute, vous ne pouvez pas faire ça, évidemment. Les batteries au lithium, c'est une réaction chimique auto-entretenue. S'il y a 2,5 tonnes de batteries au lithium qui prennent feu en soute, l'avion, il ne va pas voler plus de 20 minutes. Puisque tous les cas de figure d'avions cargo 747 asiatiques, de FedEx ou je ne sais plus, de DHL, là, de 747 qui sont tombés il n'y a pas très longtemps. Si on pense aussi au Swissair 111 au large de Nova Scotia, ces avions-là n'ont pas volé 22 minutes. Donc on ne peut pas imaginer un feu de soute avec un avion qui vole 7 heures. C'est juste pas possible. Ça n'existe pas. Un avion, c'est fait d'extrêmement de matière inflammable, contrairement à ce qu'on croit. Vous voyez ? Donc nous, on n'a pas trouvé de cause technique possible à cette histoire-là. Ça, et on verra les hypothèses, celle-ci, de toute façon, d'ores et déjà, elle est écartée. Est-ce que, évidemment, vous vous posez, et vous le racontez, vous vous posez énormément de questions, vous allez parfois essayer de chercher vous-même les réponses. Est-ce que vous avez senti, vous l'avez déjà un peu dit, qu'il y a certaines questions que vous posiez, on ne voulait pas vous répondre? Oui, c'est évident. Le premier exemple que je donne, c'est encore une fois, les preuves du trajet de cet avion. On ne veut pas nous les donner. C'est la première chose. Mais il y a eu plein d'autres questions que j'ai posées qu'on ne veut pas me donner. Et mon pays est le premier à ne me pas donner les réponses. Monsieur a parlé tout à l'heure de photos satellites australiennes qui sont sorties l'été dernier. Je ne crois pas une minute que ces photos, on les a découvertes l'été dernier. Je ne crois pas une minute. Enfin, on nous prend pour des imbéciles dans cette histoire. 3 ans plus tard, on ressort des photos françaises avec des débris, avec un nuage de débris sur l'eau. 3 ans plus tard, l'Australie dit « Oh, je viens de découvrir ça. » 3 ans. Qu'ont-ils fait pendant 3 ans? Et la France m'avait dit, une semaine plus tôt, « Oui, on a envoyé des photos, mais il n'y avait rien dessus. » Donc, arrêtons de nous prendre pour des imbéciles. Donnons-nous ce canard. Même la France ne me donne pas ces informations. Plus le temps passe, plus évidemment ces questions se posent, plus il sera difficile de savoir ce qui s'est passé. Alors il y a une date, on va dire, de péremption des boîtes noires. Après, il y a quelque chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que les boîtes noires, il y en a 2, et les boîtes noires techniques, celles qui éventuellement vont nous intéresser le plus, n'enregistrent que la dernière heure de vol. 1 millier de paramètres à la seconde. C'est fini. C'est plus le cas? Et sur celle-là, pour moi... Non, maintenant c'est en continu. Alors de toute façon, la boîte noire, il y en a une des 2 qui était HS. On l'a su après, ça était dans le factual data. Donc même les boîtes noires, si on les récupère, elles ne sont pas forcément capables de nous donner des réponses. Maintenant, évidemment, déjà, si on arrive à retrouver l'avion en partie... En même temps, elles sont plus solides qu'on le dit, parce que pour le Rio Paris, notamment, elles étaient certifiées, je crois, 2 ans... non... 6 années. C'est 6 années de survie en basse... Oui, mais à 2000 mètres de fond, et en fait, elles étaient à 4000... Et elles ont survécu à plus de 2 ans d'immersion. On les a retrouvées 2 ans après. Hein, oui, elles étaient pleines d'eau, mais parfaitement lisibles. En fait. Le BA, d'ailleurs, était très bien équipé pour lire ça. Les recherches officielles, elles ont pris fin en janvier 2017. Elles ont duré 1046 jours, 120 000 km² de zone de recherche. Ça a coûté plus de 130 millions d'euros. Ces recherches-là ne donnent rien. Et puis... une entreprise privée va prendre la relève. Comment ça se passe à ce moment-là? Comment cette entreprise-là arrive dans votre affaire, dans cette affaire? Cette entreprise est une entreprise américaine qui dit à un moment donné, moi j'ai des moyens extrêmement sophistiqués, et effectivement elle a des moyens extrêmement impressionnants. D'ailleurs c'est étonnant, ils arrivent après et on s'aperçoit qu'ils ont des moyens beaucoup plus importants que les recherches qui ont été faites auparavant. C'est une entreprise qui s'appelle Ocean Infinity. Ocean Infinity, oui. Donc ils arrivent et disent, écoutez, moi je veux bien chercher sur la zone qui bouge. Parce qu'il faut savoir que quand on arrête les recherches, c'est aussi extrêmement bizarre, parce qu'on arrête les recherches en nous disant, on a cherché dans la zone prioritaire, on n'a rien trouvé. Ceci dit, vu où on a retrouvé les débris, il faudrait chercher plus au nord. Et on arrête. Donc déjà, les familles, on ne comprend pas. On disait, pourquoi vous ne cherchez pas plus au nord? Donc c'est là qu'arrive Ocean Infinity et dit, moi je vais chercher plus au nord, gratuitement. Si je trouve, vous me payez. Voilà. Donc, après, sur cette compagnie Ocean Infinity, c'est pas moi qui le dis.
Il suffit de lire un très bon article dans Le Monde d'un journaliste qui a fait une recherche sur cette société-là, et vous comprendrez très bien ce que cherchaient ces gens-là. Ces gens-là ont cherché à se faire de la pub. Ces gens-là cherchent des épaves qui sont dans ce coin-là. Et comme par hasard, vous savez que les navires, on peut les suivre comme les avions. Comme par hasard, il y a eu des moments où ils ont coupé leur communication. On ne savait pas où ils étaient. Vraisemblablement, ils étaient sur des épaves qui vont aller chercher maintenant. Sur d'autres épaves Sur d'autres épaves où il y a beaucoup de choses à récupérer et pas seulement un avion avec des passagers. C'est leur fonds de commerce, en fait. Oui, Donc- je vous voyais être d'accord sur ces recherches privées. C'est toujours dangereux, entre guillemets, ou à double tranchant? Bah, disons qu'en fait, ce qui est difficile, c'est qu'on a des analyses techniques qui continuent. Et on a le dernier rapport de l'équivalent du CNRS australien, qui date de décembre dernier, qui nous dit on sait avec la plus grande certitude maintenant, avec une précision jamais égalée, que c'est plus ou moins là. Alors, plus ou moins là, à 100 km près, ça change tout, mais c'est quand même plus ou moins là. Et donc, c'est à partir de ces derniers éléments que Ocean Infinity s'est dit je vais aller chercher là où personne n'a cherché. Alors, bon, après, ce qu'ils voulaient ou pas trouver, moi, Bon, ils ont rien j'ai envie trouvé. d'y croire. Non. Ils n'ont rien trouvé, le fait est qu'il n'y a pas eu de résultat. Et donc, cette phase de recherche, qui était limitée à 90 jours, s'est terminée avant-hier, Ouais. sans avoir de résultat. Mais quand Ocean Infinity dit nous, on va aller chercher, est-ce qu'à ce moment-là, vous avez un espoir Non, que quelque chose se passe? pour être franc avec vous, je ne crois pas une minute que l'avion soit là. Je vais vous donner 3 raisons. Je les ai données, mais une raison, c'est les preuves de ce trajet, on ne veut pas nous les donner. Donc, j'arrive pas à comprendre. Donc vous doutez. Donc, si on ne veut pas nous donner des preuves de ce trajet, encore une fois, le radar militaire malaisien, les données Inmarsat, on ne veut pas nous les donner. Deuxième raison, c'est s'il a fait ce trajet-là, je disais tout à l'heure, il y a 7 pays plus 2, 9 pays militaires, enfin, les armées de ces pays-là auraient dû le voir. Il faut comprendre que ces 9 pays, ce pas des pays qui s'entendent comme ça. Hein. Donc, ils ne peuvent pas se mettre d'accord pour dire « Ok, on n'a rien vu ». Donc, les militaires de ces pays-là auraient dû voir l'avion. Donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher des données Inmarsat qui ne sont pas prévues pour ça. Et la troisième raison, c'est l'histoire des débris. Jamais, je suis désolé, mais jamais dans l'histoire de l'aviation, un avion est tombé dans l'eau et on n'a pas trouvé de débris flottants. Jamais. Je suis d'accord que c'est une zone assez spéciale, mais je suis désolé, dans un avion, il y a énormément de choses qui flottent. Mais c'est vrai Les qu'on n'a corps, rien les retrouvé. corps, ça flotte. Les gilets, ça flotte. Ça ne part pas au fond de l'océan, je suis désolé. On n'a pas trouvé un seul débris flottant. Ça n'est jamais arrivé. Et on était sur zone 6 jours plus tard. L'avion Paris-Rio, le premier débris, on l'a trouvé au bout de 6 jours. Je suis désolé, au bout de 6 jours. Pas avant. Donc on aurait dû trouver des débris. On ne trouve aucun débris. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça suffit. Ça veut dire qu'on ne cherche pas au bon endroit. Ça veut dire qu'on ne cherche pas au bon endroit. Ces recherches officielles plus ces recherches privées, on vient d'en parler, ces dernières recherches qui se sont arrêtées, qui viennent de s'arrêter. On fait le point avec Frédéric Agnès. Retour. Voilà, nous y voilà maintenant aux hypothèses. On a fait le tour de ces recherches, toutes infructueuses. Vous le dites sans doute, en tout cas vous pensez que l'on n'a pas cherché et que l'on n'a jamais cherché depuis 4 ans au bon endroit. On a entendu votre thèse dans ce reportage, on va la développer ensemble. Mais voilà, en tout cas, après la fin de ces recherches privées, les conclusions qu'ont tirées les autorités malaisiennes. Il arrive un moment où nous devons nous arrêter. Nous avons fait un très gros programme de recherche partout dans le monde et nous n'avons encore trouvé aucune preuve. Nous arrivons à un stade où nous ne pouvons pas continuer à chercher quelque chose que nous ne pouvons pas trouver. Si quelqu'un a des informations, nous envisagerons de reprendre les recherches. Mais pour l'instant, nous devons les arrêter. Ce que l'on entend, c'est que pour la Malaisie, c'est terminé, affaire classée. Pour eux, oui, mais pas que pour eux. Enfin, pour moi, il reste juste un seul espoir, c'est le juge français. Pour lui, c'est pas terminé, parce qu'on n'a pas de réponse. Pour la Malaisie, je suis pas étonné. Je n'ai jamais cru que j'aurais la réponse de l'enquête officielle. Je suis désolé, mais je le dis depuis le début, puisqu'il me mentent depuis le 5e jour. Donc je suis pas du tout étonné pour ça. Encore là, j'avais un espoir, parce qu'on a changé de gouvernement en Malaisie. Oui. Mais c'est le nouveau qui dit ça. Donc, il est dans la continuité. Il est dans la continuité. Il l'était avant. Hein. C'est un copain du précédent. Ils se sont fâchés. Bon, peu importe. Mais je n'ai jamais cru que j'aurais la réponse de l'enquête officielle. Donc, pour moi, ça ne change rien.
Alors, il était convenu que sans résultat sous 90 jours, ces recherches privées prendraient fin, vous l'avez dit. Alors, les pistes qui ont été suivies, on va les rappeler. Les hypothèses, en tout cas, un attentat, l'avion aurait été abattu ou détourné, un problème technique, hypothèse d'un incendie à bord par exemple. Troisième hypothèse, le suicide du pilote. On a vu qu'on éliminait d'emblée l'hypothèse de l'incendie à bord de l'appareil et de l'incident technique. Si, mon collègue est d'accord, mais oui, a priori, l'incendie, un avion ne vole pas 7 heures. Enfin, d'abord, est-ce qu'on sait s'il a volé 7 heures en fait? On n'en sait rien. Oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas dans le coin. Bon, donc il a volé un certain temps, c'est certain. Donc voler un certain temps avec un incendie majeur, c'est pas possible. Une dépressurisation brutale, explosive, on est entraîné pour ça. On le fait tous les 6 mois. Ça n'empêche pas de communiquer, ça n'empêche pas d'envoyer un signal de détresse, même pas grand-chose, mais voilà, même si on doit d'abord s'occuper de la trajectoire de l'avion, on arrive toujours à trouver si l'avion est encore là, puisqu'il semblait qu'il était encore là, on arrive toujours à communiquer quelque chose. Donc moi, honnêtement, hypothèse technique, il y a toujours des systèmes de dernier secours, même s'il y a un incendie majeur, il y a toujours une secours sur la dernière batterie. Tout est redondant, les systèmes sont doublés, triplés. Un avion ne peut pas disparaître comme ça, un avion moderne ne peut pas disparaître comme ça instantanément. Voilà. L'hypothèse technique, vous l'écartez, Xavier Titelman, vous l'écartez aussi? Moi, je vais considérer que les données qu'on nous donne sont fiables. Alors, j'ai peut-être tort, mais on a beaucoup travaillé sur ces données-là. Il y a énormément de groupes de recherche qui se font à partir de ces éléments, qui sont peut-être totalement falsifiés, je ne sais pas, mais on a des informations à partir de ça. Si on se base sur ces données-là. Si on se base sur ces données-là. On a un avion, évidemment, qui va faire ce virage. On a ses radars. On a un ping au sol, effectivement. C'est le seul dans l'avion. Il y avait un téléphone Alors, satellite. il faut nous dire ce que c'est qu'un ping, parce que vous en parliez pendant le reportage, mais... Le téléphone portable du copilote accroche le réseau téléphonique terrestre en passant sur la presqu'île de Penang, et c'est le seul. Donc ça fait ping, c'est pour ça qu'on a fait... C'est comme un bip. Voilà, c'est comme un on appelle ça comme ça. Du coup, on a deux informations qui nous orientent sur ce premier virage, qui sont les radars militaires, et on a ce téléphone portable du copilote. Après ça, on a quasiment plus d'informations, parce que, on l'a dit tout à l'heure, on n'a plus aucune réponse de la part de l'avion qui ne répond pas. Alors, dans les analyses, je suis dans plusieurs groupes de recherche sur ces éléments-là, on sait qu'il y a, avant que l'avion décolle, sur les fréquences notamment des messages ACARS, on a des sautes de fréquences. Ce qui, d'après les analyses, nous disent qu'il y a des sautes de voltage avant même le décollage de l'avion. L'avion est au sol, il ne bouge pas, on peut déjà mesurer un effet Doppler. C'est-à-dire qu'on a déjà beaucoup, en tout cas de spécialistes, même si ce n'est pas officiellement reconnu, qui nous disent « Attention, là, il y a des soucis électriques sur cet avion ». Je ne sais pas si c'est le début d'un incendie. En tout cas, un incendie électrique peut être imaginable. Il y a un système à bord du 777 qui s'appelle le ELMS, Electrical Load Management System, qui va libérer de la tension électrique sur les systèmes qui ne sont pas cruciaux. Et notamment, on a les premiers systèmes qui fonctionnent encore, qui sont les commandes de bord, enfin tous les systèmes de base. Par contre, les communications vont passer. On a une liste comme ça d'une vingtaine d'éléments qui vont sauter dans un certain ordre. On a une coupure électrique. Très important, on a un rétablissement électrique. On a à ce moment-là l'avion qui continue à répondre simplement au satellite via ce qu'on appelle le SDU, le Satellite Data Unit, et on a ce qu'on appelle un Logon Request. C'est l'avion qui demande à se reconnecter au satellite pour dire, en fait, pour se reconnecter, mais ce qui signifie qu'il avait eu une coupure électrique. Et en fait, à partir de ce moment-là, l'avion va répondre toutes les demi-heures au satellite qui lui demande où est-ce que tu es, et c'est ce temps de réponse. Je vous interroge, vous me répondez, plus vous êtes loin, plus ça va mettre de temps à répondre. Et en fait, on a des arcs de cercle entre le satellite et cet avion qui nous donnent une trajectoire qui fait qu'on cherche plus ou moins dans le sud de l'océan Indien. On a des éléments jusqu'à la fin, on a ces pings ponctuels, on a les téléphones, le CCO, donc le centre des opérations des différentes compagnies qui essayent d'appeler le cockpit. Il y a un signal, enfin il n'y a pas de réponse, il y a un refus du signal. Or, une des causes de refus du signal, ça peut être des problèmes de voltage dans le système de téléphone. Donc on a tout on a des données. On a des données techniques. Alors, moi, je ne veux pas les remettre en cause, mais elles nous donnent quand même une probabilité d'avoir une zone dans laquelle on recherche qui est correcte. Maintenant, c'est vrai que si on est à 50 km à trop à droite ou trop à gauche, on double la taille de la zone de recherche. Mais ces données, elles permettent d'écarter ou de ne pas écarter l'hypothèse d'un problème technique.
Bon, Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui... En essayant de... ce qui a été Effectivement, dit, les parce que- termes techniques sont Oui, je suis compliqués désolé. Non, on va faire pour simple. qui ne connaît pas le fonctionnement en de faisant ces appareils. simple, même en délestage électrique, dont tu as l'air de bien connaître le système, il y a la VHF1 n'est jamais coupée. C'est le dernier secours. Donc il y a toujours un moyen d'entrer en de contact. communication. Ça ne peut pas être coupé, c'est directement sur la batterie. Donc ça n'explique pas le défaut de communication des pilotes. Donc voilà, moi je veux bien. Bon, ensuite, je rejoins M. Waterloo là-dessus. Tous ces éléments-là nous sont donnés par les officiels. Inmarsat, c'est contrôlé par les Anglais. Les Américains ont saisi le simulateur du commandant de bord, son simulateur personnel. On ne sait pas ce qu'il y avait là-dedans. Pourquoi le FBI a saisi le simulateur? Le premier cercle des alliés des États-Unis, c'est quand même l'Australie et l'Angleterre. Les moteurs Rolls-Royce, ça je le sais, ils sont équipés de petits boîtiers, tu dois certainement connaître le nom, dont ne sont pas équipés les moteurs General Electric. Ils envoient un petit signal autonome, indépendamment des autres circuits de l'avion, aux motoristes pour suivre les paramètres moteurs. Rolls-Royce n'a jamais communiqué là-dessus. Jamais. Pourtant, ces moteurs envoient bien un signal. Et ça, ce seraient des données qui auraient pu être exploitées. Ah bah évidemment, oui. Si on a des données moteurs, on peut peut-être en tirer des extrapolations. Rolls-Royce refuse de donner ses données. Boeing refuse de donner ses données. Voilà. Et quand on dit on a, non, on n'a pas. On a des tableaux Excel qui ont été envoyés à l'enquête. Et ce n'est pas ce qu'on appelle les raw data, les données sources. On n'a jamais voulu nous donner les données sources. Donc moi je dis non, on n'a pas. Donc le sentiment qu'on a, c'est quand même que toutes les portes que vous essayez d'ouvrir, on vous les referme à la figure. Oui, absolument. Oui. Bah, ça c'est évident. Hein. C'est pire que ça, mais l'histoire la plus drôle, enfin excusez-moi de revenir là-dessus, mais l'histoire, depuis le début, on nous fait croire une histoire. Donc on nous montre des photos satellites avec des débris qu'on ne retrouve jamais. Des débris de 20 mètres de long. Ça ne coule pas un débris de 20 mètres de long. Je suis désolé, on ne le retrouve jamais celui-là. On nous dit que les boîtes noires ont émis des bruits, là, juste un mois avant, parce que les boîtes noires ont soi-disant une durée de vie de 6 mois. Il y a un bateau chinois qui dit « j'ai entendu un bruit de boîte noire », et un bateau australien. Le bateau chinois dit « ah, je suis désolé, j'ai pas enregistré le bruit ». Et le bateau australien, c'est pire. Le bateau australien, encore les Chinois, allez, ils sont incompétents, mais les Australiens, c'est des gens pas incompétents du tout. Qu'est-ce qu'il dit, le bateau australien? Il met un mois à nous dire oh, « je suis désolé ». C'était une tortue? Non, c'est ça? Le bruit venait de mon bateau. Ah non, le bruit venait de son propre bateau, mais il y a aussi bateau. Non, mais c'est hallucinant ce qu'on peut nous dire. Parce que j'ai lu aussi qu'on avait détecté des bruits émis par des animaux marins type tortue qui avaient été poussés en fait par... Non, mais c'est du n'importe quoi. On nous dit au bout de 3 semaines, on a vu des traces de kérosène, là on cherche, soi-disant. Faut savoir que le kérosène, c'est les Australiens qui disent ça. Le kérosène est extrêmement volatile. Impossible de trouver du kérosène au bout de 3 semaines. Les Australiens, quand c'est les Malaisiens qui nous disent des bêtises, on va dire allez, ils sont incompétents. Mais il y a une telle somme d'incompétence, ce n'est plus une incompétence, c'est de la manipulation. C'est quelque chose, selon vous, d'organisé. Alors, autre hypothèse, on a parlé du problème technique. Une intervention du pilote, un suicide du pilote, c'est une hypothèse dont on reparle d'ailleurs ces derniers jours. Ça ne repose que sur les dires des Américains, sur rien d'autre. Ils nous disent, on a trouvé, d'ailleurs ils ont mis du temps à nous le dire, ils ont mis 2 ans pour nous le dire, au début, on nous a dit qu'ils s'entraînaient à se poser sur des terrains très courts. Hein, alors, simplement pour savoir de qui on parle, hein, ce pilote, il est entré à la Malaisie en 1981. C'est un pilote chevronné. Il avait presque 20 000 heures de vol. Il avait également chez lui, vous l'avez évoqué, il avait un simulateur de vol chez lui. Voilà, on voit sa fiche d'identité. Il avait 53 ans. C'est pas un pilote qui montait pour la première fois, qui prenait pour la première fois les commandes d'un avion. C'était quelqu'un de très compétent, ça c'est clair. Et en plus que compétent, parce que pour fabriquer un simulateur de 777 chez lui, c'est qu'il avait un niveau d'ingénieur plus. Simulateur qu'il a fabriqué lui-même. Ah oui, qu'il avait amélioré, oui. Et donc, oui, parce qu'un vrai simulateur, ça vaut plus cher qu'un avion. Hein. Donc un simulateur comme ça, il l'a bricolé, il l'a amélioré, et on nous a dit au départ qu'il s'entraînait à se poser sur des terrains très courts. Et puis on a attendu 2 ans, je crois, pour entendre dire que finalement, il avait fait plusieurs fois cette trajectoire de perte dans l'océan Indien. Mais qui dit ça ?
Qui dit ça, comme dit M. Watolo? Ceux qui ont n'a saisi rien. le simulateur, et ce sont les Américains. C'est le FBI. Donc, Et voilà. personne d'autre n'y a eu Et accès. je crois même, il me semble qu'il y a un avocat new-yorkais qui a demandé au FBI ce simulateur, ça lui a été refusé. L'avocat français aussi, enfin le juge français l'a demandé aussi. Donc c'est quand même un peu curieux, quoi, tout ça. Hein. Dans cette hypothèse-là, les choses se seraient passées comment? Dans l'hypothèse d'un détournement volontaire. Alors si, moi c'est la thèse que je défendais pendant la première année et demie, jusqu'à ce qu'on sache tout un certain nombre d'éléments qui étaient faux. Clairement, les premiers éléments radars, on a mis 1 an avant d'avoir les éléments radars officiels de la Malaisie. Donc au début, on était sur cette quasi-certitude, je la défendais ici, qu'il y avait un détournement volontaire, une déconnexion des systèmes, une ligne droite qui allait s'éloigner. Pour faire quoi? Pour se suicider, pour disparaître? Ça, après, on ne le sait pas. Mais c'est une théorie qui a été défendue très massivement, quasi unanimement, au début en tout cas. Parce que dans cette hypothèse-là, on peut se dire que si on voulait faire disparaître un Boeing, on s'y prendrait comme qu'on ça? ferait. Exactement. Si on voulait faire disparaître un avion, on déconnecterait tous les systèmes électroniques qui répondent à un satellite ou qui répondent à des interrogations, et on volerait exactement sur la frontière aérienne entre les deux pays, avec des variations d'altitude. Ah, si c'est pour suicider, c'est pour disparaître. Non, on a envie de faire un 11 septembre bis, oui. Oui, bon, à ce moment-là, c'est les tours de Kuala Lumpur, c'est des choses... Non, ça peut être ailleurs, ça peut être Bangkok, ça peut être ailleurs. Mais... Vous dites-vous, cette hypothèse du pilote, c'est la solution de facilité. C'est-à-dire qu'on met toute la responsabilité sur le pilote et ça exonère la compagnie et ça met un terme à toutes les questions qu'on veut poser. Oui, moi j'y crois pas 2 secondes au pilote, puis on ne met pas 8 heures à se suicider, en général. Non, j'y crois pas 2 secondes au pilote. Mais... Et puis il y a une façon de se suicider beaucoup plus efficace, hein, c'est de pousser sur le manche, de mettre l'avion en piqué, et puis ça dure pas très longtemps. Hein. C'est comme a fait le... Et encore, Germanwings, il l'a pas vraiment mis en piqué, mais enfin, il y a, comme dit M. Watolo, les psychiatres s'interrogent sur l'idée de quelqu'un qui va se suicider, qui va mettre 7h30 à se suicider. C'est assez inattendu aussi comme comportement, quoi. Alors il reste une hypothèse, et notamment la thèse qui est la vôtre. On va écouter d'abord, parce que ce qui frappe, je trouve, ce soir, c'est qu'on a l'impression qu'on est reparti à zéro, hein, comme si on était il y a 4 ans, comme si l'avion venait de disparaître. Et on va écouter un témoignage de la fille d'une victime, d'un passager de cet avion. Ces dernières recherches n'ont à nouveau rien donné. Et cela pose plus de questions que ça n'apporte de réponses. Et donc, ça veut dire qu'il faut de nouvelles recherches, une nouvelle enquête. Tout reprendre depuis le début, s'il le faut. Tout reprendre depuis le début, s'il le faut. Vous êtes prêt à faire ça? Non, il faut... Moi, ce que je pense, c'est que je supporte pas le mot mystère. Encore une fois, ce que j'ai dit depuis le début, on sait parfaitement où est cet avion. Donc, il faut aller chercher les informations. Quand vous dites « on sait », vous ne savez pas? Moi, je ne sais pas. Enfin, j'ai des hypothèses. Enfin, j'ai éliminé pas mal d'hypothèses. Il me reste 2 hypothèses. Mais cet avion, on l'a suivi jusqu'au bout. Et d'ailleurs, je suis désolé, mais il y a quelqu'un dont on parle jamais, mais il y a le président d'Emirates qui dit à un moment donné, 1 an plus tard, on nous dit n'importe quoi. C'est la personne qui a le plus de Boeing dans sa flotte. Ce gars-là, qui est un Anglais, dit on nous dit n'importe quoi, on nous ment, cet avion est sous contrôle jusqu'au bout, on sait ce qui s'est passé. Ce gars-là, on l'a fait taire ensuite. C'est pas n'importe qui, je suis désolé. Donc lui, il a compris aussi quelque chose. Ce gars-là, on peut plus lui parler. Moi, j'essaie de lui parler. Les journalistes, ils parlent plus aux journalistes. Il s'est tué tout d'un coup. À vous non plus? Ben non. Donc on sait où il est. Il y a des AWACS, il y a des satellites. On le suit jusqu'au bout, cet avion. On sait où il est. Il faut aller chercher les informations où elles sont. Elles sont aux États-Unis, elles sont en Angleterre. Peut-être. Moi, je pense que les Malaisiens sont plutôt les dindons de la force dans cette histoire. Et je suis sûr que la France sait quelque chose. Donc il faut aller les chercher là. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Pour que les choses soient bien claires, si je vous demande, vous, aujourd'hui, selon vous, que s'est-il passé? Qu'est-ce que vous me répondez? Pour moi, il y a 2 possibilités. Donc on perd la trace de l'avion au bout d'1 heure, un peu moins d'1 heure. Bah, c'est que l'avion, il est tombé là. S'il tombe là, l'avion, on est pratiquement tous d'accord que ce n'est pas un problème technique. Si c'est au bout d'1 heure, il tombe à quel endroit? On voit la carte. Avant qu'il tourne. Il ne tourne pas du tout. Avant le demi-tour. Enfin, avant le demi-tour. D'accord. Donc il tombe là, parce qu'on a perdu sa trace là, en fait. Hein. Il tombe à l'aplomb du petit point rouge. Exactement. Voilà. Il tombe là, et s'il tombe là, c'est parce qu'il est abattu, volontairement ou involontairement. Donc involontairement, c'est une manœuvre militaire qui se passe mal. Il faut savoir qu'il y a des manœuvres militaires énormes la semaine d'avant avec des tas de pays. Donc il y a des tas d'avions militaires, il y a des tas de bateaux dans le coin, ce qui prouve encore une fois que donc s'il y a beaucoup de militaires Mais s'il est tombé là et qu'il y a beaucoup de bateaux militaires... On l'a vu, on a tout vu, on sait tout ce qui s'est passé, mais on l'a vu cet avion. Donc il tombe là,
involontairement parce que manœuvre militaire qui s'est mal passée, ou volontairement parce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose dans l'avion qui ne doit pas arriver à Pékin. L'autre possibilité, allez, admettons qu'on croit au radar militaire malésien, donc il fait ce demi-tour. Donc effectivement, s'il fait ce demi-tour, il y a quelqu'un qui contrôle l'avion. Trajectoire extrêmement intelligente, donc il y a quelqu'un qui a pris position, qui a pris des pirates qui ont pris l'avion. Donc un détournement. Un détournement, et vraisemblablement on va faire un 11 septembre bis. Donc dans ce cas-là, ok. Et il est abattu un peu plus loin. Mais encore cette hypothèse-là, j'y crois moyennement, parce que ça, on peut le dire. Enfin, à la limite, on peut dire on a tué 239 personnes parce qu'il pour y avait éviter une menace. 5000 morts. Mais il y a autre chose qui se passe. C'est pas suffisant, ça. Il y a Vous autre êtes chose qui se passe. vous êtes persuadé que l'on cache quelque chose. Oui, bien sûr, oui. Oui. C'est quelque chose qui revient souvent dans ces... Alors, vous n'aimez pas le mot mystère. Dans ces disparitions qui mettent du temps à se résoudre et dans celles qui, comme celle-ci, 4 ans après, ne sont pas encore résolues. C'est quelque chose que vous entendez, ça, chez les familles. Et qu'est-ce que vous leur dites? Bon, ce qu'on entend en général, hein, c'est tout mettre sur le cockpit. Comme ça, c'est le plus simple. Hein. Ça permet d'évacuer... tous les autres problèmes en amont, les problèmes de système, les problèmes d'autorité, les problèmes de certification, les problèmes de... Donc, si on met ça sur le cockpit, c'est prévu par les assurances, ça se passe bien finalement. Hein. Et là, c'est ce qu'on fait. Tout mettre sur le cockpit, c'est la thèse du suicide du pilote. Voilà, c'est ce qu'on fait. Moi, j'en sais rien, si c'est suicidé ou pas, on le saura sans doute pas, mais en tout cas, un détournement, ce qui m'embête quand même, c'est qu'il n'a pas été revendiqué par personne. Il y a eu des revendications qui n'ont pas été prises au sérieux, mais il y en a eu. Oui. Non, mais qui ont été on dit souvent étudiées. ça. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a des groupes terroristes qui revendiquent jamais. On ne le sait pas, ça. Et je peux vous en juste donner un, c'est les Tamouls. La Malaisie est un repère de Tamouls, et un des chefs Tamouls est vendu et lâché par la Malaisie un mois plus tôt. Je ne dis pas que c'est eux. Vous émettez des hypothèses, et on les entend. Il y a des groupes terroristes qui ne revendiquent jamais ce qu'ils font. D'accord. Parce que, évidemment, on va vous dire que parce que vous n'avez pas de réponse, vous en cherchez et qu'à force d'en chercher, on vous dira que vous êtes entré dans une forme de théorie du complot. Il reste plein de possibilités. Mais non, théorie du complot, je suis sûr qu'on sait ce qui s'est... Moi, je vous dis... Ou du secret d'État. Les avions fantômes, on sait les tracer. Je veux dire, les militaires sont faits pour ça. Il y a des technologies super sophistiquées dans tous ces pays. Tous les radars de ce soir-là n'ont pas été en panne. L'Australie nous dit que ses radars étaient en panne ce soir-là. Mais on tombe sur la tête. L'Australie ose nous dire ça. Et puis il y a des satellites d'observation de la planète qui tournent en permanence, qui ont une définition de moins d'1 mètre quand même. Alors ils prennent pas des photos en continu quand même. Non, c'est vrai, mais bon, il y a toujours des demander la satellites prise qui se d'image. baladent, qu'ils soient français, qu'ils soient américains, qu'ils soient russes, qu'ils soient chinois. Mais d'ailleurs, Il y a toujours après qu'on ait cru qu'on connaisse la zone, on a fait prendre des photos satellites qui ont été mises, c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective, il y a des milliers de personnes qui ont essayé de trouver des morceaux qui flottaient. Alors les morceaux qui flottent, il faut se méfier parce que ça peut être les débris de n'importe 20 mètres, ça peut être un conteneur. Hein. Il y en a beaucoup. Sur cette hypothèse du détournement, on les prend les unes après les autres. Votre lecture à vous? Moi, je suis plus sur cette vision-là. Moi, je suis vraiment sur l'analyse technique. Pour moi, il y a un incendie, il y a une dépressurisation à bord, il y a un signal notamment qui a une fréquence qui est tellement décalée par rapport au signal normal. La fréquence montre qu'il y a eu un refroidissement intense du système. Et ça fait partie du dernier rapport, notamment de l'équivalent du CNRS australien. Donc moi, je suis plus aujourd'hui sur l'idée du détournement, alors que j'ai vraiment défendu cette thèse dans un premier temps. Je suis sur l'idée, ces soucis électriques, un incendie qui provoque une dépressurisation, soit parce que, comme sur le Nefertiti, c'est déjà arrivé que l'incendie fasse brûler la paroi à tel point que ça crée Enfin, c'était au sol, donc ça n'a pas fait de dépressurisation. Mais en vol, si on crée un trou dans la paroi, évidemment, ça va dépressuriser. La dépressurisation éteint l'incendie, et c'est pour ça aussi que le système relance, le LMS se relance une fois qu'il a de nouveau Comment éteint vous l'incendie. expliquez les différents changements de cap dans ce cas-là? Oui, mais après, il y a des... Ah oui. un peu le fugoyer. Et un trou, je suis désolé, mais un trou dans la carlingue, je pense pas que l'avion il vole très long. Alors, le premier Si, virage... il peut voler avec un trou, mais 8 heures. ça dépend de sa dimension. Ça Mais dépend de la moi, taille je du vois pas trou. un incendie s'éteindre tout seul. Non, mais moi, pour moi, je suis d'accord avec ça. Dépressurisation. Mais il va pas changer de cap 3 ou 4 Alors, fois. Le premier virage, oui. oui. Pour moi, c'est un virage vers le premier aéroport le plus proche. D'accord.
C'est vrai que ça correspond à voler sur la frontière, mais ça correspond aussi à je suis pilote, j'essaye d'aller Il sur peut le y avoir premier une direction, aéroport. c'est ce que vous dites. Tu parles de l'île de Langkawi? Oui, quand on va vers la presqu'île de Penang après le point Igari, c'est un virage qui correspond au premier aéroport juste à côté. Dans ce cas-là, Voilà, on voit la carte parce qu'effectivement il faut. Après, il n'y en a plus qu'un seul sur la suite. Bah, non. Enfin, dans ce qu'on nous a donné sur les radars, c'est pas aussi droit que ça. Hein. Il fait ça. Ça zigzague plus ce que vous avez vu. Il y a une plainte qui est déposée en France d'ailleurs pour détournement d'aéronefs en lien avec une entreprise terroriste. Vous citiez le juge d'instruction. Où est-ce qu'elle en est aujourd'hui cette enquête française? L'enquête française, elle fait ce qu'elle peut. Moi, encore une fois, je dis c'est la seule enquête indépendante en laquelle j'ai confiance. Heureusement. Et je suis très heureux d'avoir un juge français qui s'occupe de ça et qui essaye qui cherche des informations. Le seul problème, encore une fois, il y a 2 pays qui lui donnent aucune information. Dites-moi pourquoi les 2 pays donnent aucune information. Les 2 pays qui donnent aucune information, c'est l'Angleterre et les États-Unis. L'Angleterre avec Inmarsat et Rolls-Royce qui ne veulent donner aucune information au juge français, et les États-Unis avec le FBI qui va sur place le lendemain. Pourquoi le FBI va sur place le lendemain? C'est pas les procédures internationales. Le FBI ne donne aucune information. Il a pris le simulateur de vol du pilote. On ne sait pas ce qu'il y a dessus. Et bien évidemment, Boeing qui ne donne aucune information. Ce juge, vous avez le sentiment qu'il est prêt à explorer toutes les pistes, toutes les questions que vous vous posez, même si... Oui, absolument. Et qu'il vous accompagne Absolument. Le problème, c'est que les données, elles ne sont pas en France. Et donc, il lui manque des éléments? Il lui manque des éléments pour travailler, oui. C'est important aussi l'accompagnement dans le cadre de ces procédures judiciaires, puisque vous le faites aussi lorsque vous intervenez auprès des familles, Gérard Arnaud. Parce que c'est compliqué aussi, c'est long, ces procédures-là, elles sont longues. Oui, elles sont longues. J'ai cité le cas de ECHO, 17 ans. 17 ans pour un résultat qui n'est pas à la hauteur de leurs espérances, évidemment. Le non-lieu de Sharm el-Sheikh, qui vient d'être donné par un juge français. Le non-lieu de West Caribbean, en Martinique. En fait, ça arrange... alors, j'espère que M. Watrolo a le bon juge, parce que moi, ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'est plutôt, on classe l'affaire. On fait un peu de compassionnel pendant 1 an ou 2, on entoure un peu les familles de victimes. D'ailleurs, ils avaient nommé un secrétaire d'État exprès pour ça, comme ça. Et puis non-lieu. Voilà. Des gens qui ont commis des négligences graves, des fautes, qui n'ont pas fait leur travail, etc., qu'il faudrait poursuivre. Mais ça, évidemment, c'est compliqué. Quand on pense, par exemple, que la juge Duriot s'est vue opposer l'immunité diplomatique du directeur de la sécurité aérienne européenne. Immunité diplomatique. Donc elle ne peut plus avancer. Elle ne pouvait pas l'interroger. Oui. Et vous le dites, il y a des blocages aussi dans cette enquête-là. Moi, je pense que, contrairement à cette affaire-là, là, on mettait en cause plutôt des constructeurs d'avions, des choses très techniques. Je pense que dans mon affaire, c'est pas Boeing qui est en cause. C'est clairement autre chose. Cet avion est abattu pour une raison ou pour une autre, donc c'est un secret d'État. Donc là, c'est différent. Là, c'est des États qui se sont mis d'accord et qui sont responsables. Là, il va y avoir des changements de gouvernement. Tous les gouvernements impliqués, et même la Malaisie, mais la Malaisie, on voit visiblement, ils font rien, ont changé. Donc moi, je pense que c'est comme ça qu'on va savoir l'histoire. C'est qu'il y a pas mal de gens qui savent faire un petit bout de l'histoire. C'est des gouvernements. Il faut arriver... C'est pas Boeing qui est responsable de ce qui s'est passé. Donc quelqu'un va finir par parler. Cette raison, parce que vous dites qu'il y a un secret, une raison qu'on ne veut pas nous donner, cette raison, vous pensez la connaître? Non, je la connais pas. J'ai des hypothèses, je la connais pas. Mais ce que je dis en plus, c'est tous les gouvernements ont changé et ça fait 4 ans. Il y a peut-être des choses qu'on peut dire 4 ans après qu'on ne pouvait pas dire il y a 4 ans. C'est de la géostratégie, c'est de la géopolitique, enfin voilà. 4 ans plus tard, tout a changé. Ça, je suis d'accord. Si c'est un complot, ce que je crois pas, ça sortira. Ça finit toujours par se savoir. Ça peut mettre 30 ans. Ça peut mettre 10, 20, 30 ans. Ça, malheureusement, c'est vrai. Si c'est un élément technique, ce que je crois, si on retrouve pas l'avion, on ne le saura jamais. Voilà. Vous le disiez, cela fait 4 ans pour bien comprendre ce qui s'est passé depuis 4 ans, depuis 2014. Donc on va refaire le point. Est-ce qu'il ne faut pas se résoudre à ne jamais connaître la vérité? Si c'est une hypothèse technique et qu'on ne retrouve rien, c'est une hypothèse qui est possible. Ce qui me fait tenir, il y a 2 choses qui me font tenir. C'est j'ai un fils et je dois lui montrer que la vie continue et voilà, et que la vie peut encore être belle.
Et je suis désolé, il a 25 ans, mais la vie commence pour lui, donc je veux surtout pas m'écrouler. Et l'autre chose qui me fait tenir, c'est que je suis vraiment persuadé qu'on sait la vérité, et donc il faut aller la chercher, c'est tout. Donc, et ce combat me fait tenir. Le problème, c'est le jour où j'aurai peut-être cette vérité, est-ce que je vais réussir à tenir? Mais j'en sais rien. Mais pour l'instant, ces deux choses-là me font tenir. Vous disiez... Moi, je crois qu'il faut bien comprendre ce que voulait dire Guilain. On abat un avion depuis le 11 septembre. Les Américains, les forces aériennes américaines peuvent très bien abattre un avion civil à partir du moment où ils considèrent qu'il devient menaçant. Il n'y a même pas besoin de l'autorisation du président des États-Unis, c'est quasi automatique. Donc, ce qu'il disait, c'est que si c'était pour cette raison, que cet avion menaçait des immeubles entiers, des quartiers, une ville, voire une base militaire, puisque ça vient d'être évoqué dans votre reportage, bah oui, il pouvait l'abattre. Et il pouvait le dire. Et on pouvait, à la rigueur, le dire. C'était tolérable. Ce que dit M. Wattolo, c'est qu'il aurait été abattu pour d'autres raisons que nous ne connaissons pas, qui peuvent être liées à la qualité des gens qui voyageaient dans cet avion, par exemple. Il y a eu des choses qui ont été dites là-dessus. Alors, il y a des choses qui ont été dites là-dessus, et vous réagissiez quand vous êtes arrivé sur ce plateau, parce qu'il y a ce mur d'images derrière moi, et notamment une photo qui est dans le coin. Alors, on la voit pas forcément bien à l'image. On voit sur cette photo deux hommes, deux personnes. La voici, la photo en gros plan. Alors, il faut nous raconter pourquoi ça vous a fait sourire. Non, mais cette photo me fait sourire, parce que ça montre la manipulation depuis le début. Donc on voit sur ces photos que le haut du buste est différent et que le bas, les jambes sont exactement identiques. Il y a un donc, collage en fait. C'est les photos des deux faux passeports qui étaient dans l'avion, de deux Iraniens qui étaient dans l'avion avec des faux passeports. Et on nous a montré ces photos-là assez rapidement en disant on sait rien, c'est juste. Mais ce qui est extrêmement bizarre, c'est qu'on nous dit c'est rien et on nous montre ces photos-là, mais ces photos-là ont été visiblement trafiquées. Bon. Je ne sais pas si c'est important. Et pas très bien trafiqué d'ailleurs. Pas très bien trafiqué, mais c'est bizarre qu'on mette le même bas et qu'on. Voilà. Bon, c'est juste une anecdote, ça, à mon avis. Sinon, oui, mais c'était pour y revenir parce que ça vous a fait réagir tout à l'heure et que vous l'évoquiez. Dans la qualité des gens qu'il y avait à bord. Oui, mais le problème. Il y avait une équipe sensible quand même. Oui, tout ce qu'on tire est bizarre, mais. La qualité, donc il y a effectivement 20 ingénieurs extrêmement pointus dans le domaine aéronautique notamment qui sont à bord de l'avion. La société en question travaille avec le gouvernement des États-Unis, avec l'armée américaine. Ces gens-là ne veulent pas communiquer avec nous, par exemple. Bizarre. Mais le chargement est bizarre. On parlait tout à l'heure des 2000 kilos de batterie au lithium, mais il y a aussi 2000 kilos de choses dont on ne sait pas ce que c'est. On ne sait toujours pas ce que c'est aujourd'hui. Donc le chargement est bizarre. Les passagers, je n'ai pas une confiance extrême. Sensibles, oui, il y a des passagers sensibles, mais je n'ai pas une confiance à 100% sur la liste des passagers qui m'a été donnée. Mais je peux vous dire aussi qu'on a vu que l'aéroport de Kuala Lumpur était une vraie passoire, avec ces deux faux passeports notamment, etc. Tout ce qu'on tire est bizarre. Maintenant... Après, il faut arriver à assembler les choses et il vous manque des pièces. C'est peut-être la cause ou pas. Il y a une hypothèse qu'on n'a pas évoquée. Si on veut vraiment faire le tour, on peut toujours l'évoquer tout de même. Moi, je suis quand même persuadé que cet avion a été dérouté. Par qui, je ne sais pas. Mais certainement détourné, oui. On peut imaginer qu'il y ait eu lutte dans le cockpit, qu'il y ait eu des tentatives de manipulation des commandes, voire des circuits électriques, voire de la pressurisation, etc. Et que ça soit terminé faute de combattants et qu'à ce moment-là, l'avion a continué sous pilote automatique jusqu'à épuisement de son carburant et pas forcément là où ils nous ont dit qu'il était. Ça peut être aussi une possibilité, c'est-à-dire un acte, une intention délibérée de détourner l'avion qui s'est mal terminée. Puisqu'on le disait, vous accompagnez les familles des victimes de ces crashs d'avion. Vous disiez qu'il n'y a pas de volonté de vengeance, il y a une volonté de savoir. Et effectivement, vous ne parlez pas de vengeance, mais il y a cette rage de savoir que l'on perçoit évidemment chez vous. Et c'est ce qui anime aussi tous ceux que vous avez accompagnés. Surtout quand ils ont le sentiment que c'est délibéré de ne pas vouloir dire les choses. Et plus il y a de silence, plus ça entretient... ou le silence, dans ce cas-là, d'espèce quand même très particulier, ou des instructions qui ne vont pas au bout, volontairement, ou par manque de moyens, ou par manque
de volonté par des problèmes qui sont après, qui viennent se superposer, qui sont des problèmes diplomatiques, qui sont des problèmes géostratégiques, des problèmes politiques. Typiquement, le dernier cas, le Égyptaire. Vous avez entendu parler du Égyptaire depuis qu'il est tombé? Pratiquement pas. Et pourtant, on sait quasiment pourquoi il est tombé. Personne n'en parle. Et l'Égypte, sur ce cas-là, ne respecte même pas ses obligations internationales qui doivent mettre des rapports au bout d'un mois, etc. Ils ont essayé de faire porter le chapeau à l'aéroport de Paris, soi-disant il y avait de la TNT à bord. Sauf que l'IRCGN, qui est l'Institut français, les gendarmes qui ont été vérifier l'explosif qui était effectivement sur certaines pièces, ils ont dit que la concentration en explosif qui était relevée sur ces pièces-là était tellement dense que ça voulait dire que le morceau n'avait pas été dans l'eau. Donc en fait, ils avaient posé l'explosif après avoir récupéré le morceau. Donc c'est vrai qu'il y a certains cas dans lesquels on a clairement une volonté délibérée d'orienter les enquêtes ou d'apporter des fausses preuves. Et que les choses ne soient pas sues. Dans votre livre, vous écrivez « c'est mon accident ». Et il y a un médecin que vous citez, que vous avez rencontré à plusieurs reprises, qui dit, lui, mon pire souvenir, c'est celui du vol MH370 parce que trop de questions restent en suspens. Et c'est exactement là où on en est aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est que globalement, on est tous d'accord là-dessus. On n'est peut-être pas d'accord sur les théories. Oui. Mais on n'en sait pas beaucoup plus qu'il y a 4 ans, quoi. Non. Et ça, je suis désolé, mais il y a un journaliste qui dit souvent ça, c'est une insulte à l'intelligence humaine. Et j'y crois pas. Vous dites même dans votre livre que aujourd'hui vous envoyez, alors je ne sais pas si c'est encore le cas, on vous avez reçu au mois de février, vous envoyez toujours des SMS à vos disparus, votre femme, votre fils et votre fille qui étaient à bord de cet avion. J'ai besoin de communiquer. Pour moi, ils sont toujours là. Enfin, quelque part, ils sont toujours là. Ils sont toujours avec moi. J'ai besoin de communiquer avec eux de temps en temps. C'est comme ça que je fais. Je vais vous dire juste une chose. Je n'ai pas eu le droit d'avoir une place dans un cimetière parce qu'on m'a dit vous n'avez pas de corps, monsieur. Donc, pas de place dans le cimetière. Donc, je ne peux pas aller me recueillir quelque part. Je ne peux rien faire. Donc, la solution que je fais, oui, je leur envoie des SMS quand j'ai envie de leur parler. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment d'être un des seuls, peut-être pas le seul, mais d'être très seul dans cette recherche? Je suis un peu seul parce que je suis le seul Français, parce que je suis le seul Européen, et c'est finalement très compliqué de communiquer. Je vais vous dire un truc, les Chinois sont toujours dans le déni, par exemple. Il y a un professeur australien qui leur dit toujours, l'avion, il n'a pas pris la direction du sud, il a pris la direction du nord, et ils sont toujours prisonniers au Pakistan, en Afghanistan. Donc les Chinois, ils sont toujours là-dessus. Ils ne croient pas au flaperon, ils ne croient à rien. Donc, on peut pas, quand on fait un communiqué officiel, on ne peut pas parler de corps, on peut pas parler de décès. Il faut qu'on fasse extrêmement attention. Donc, on ne peut pas travailler avec les Chinois. Et sans compter qu'ils ne sont pas très libres vis-à-vis de leur gouvernement. Et finalement, les Malaisiens non plus. Donc, c'est très compliqué de travailler ensemble. Sans compter les 10 000 kilomètres qui nous séparent, etc., etc. Donc, oui, je me sens un peu seul, oui. Vous en aviez appelé à Emmanuel Macron. On en avait parlé aussi lorsque vous étiez venu sur ce plateau au mois de février. Et c'était notamment la raison pour laquelle vous aviez décidé de reprendre la parole 4 ans après. Est-ce qu'il vous a répondu? Il m'a répondu qu'il ne pouvait pas me recevoir. Donc, qu'il passait le dossier à Le Drian. Alors, Le Drian, moi, excusez-moi, mais qu'est-ce qu'il a fait pendant 4 ans? Quand il allait en Malaisie, il négociait des Rafales, donc il n'a sûrement pas parlé du MH370. Et quand il allait en Australie, qui est aussi impliqué dans cette histoire, il a négocié le plus gros contrat jamais signé par la France, qui sont des sous-marins. Donc Le Drian, c'est sûrement pas lui qui va me donner la réponse. Bon, ceci dit, depuis, on a insisté. On m'a dit que je serais reçu par le secrétaire général de l'Élysée, donc je l'attends. Mais je vois ça comment? À mon avis, Macron, il n'aime pas mentir, il ne veut pas mentir, donc il donne ça à son secrétaire général, contrairement à son prédécesseur qui n'avait aucun problème à mentir. Voilà. Parce que vous aviez rencontré François Hollande. Oui, qui m'avait dit je ne sais rien, et je lui avais dit je ne vous crois pas. Voilà. Et il avait arrêté de vous répondre après ça? Non, il avait souri, oui. Et il avait dit, puisque vous ne me croyez pas, en tout cas moi c'est ce que mes services secrets me disent, bah vous avez qu'à les rencontrer, comme si les services... Donc j'ai rencontré les services secrets qui m'ont dit on ne sait rien, comme si les services secrets allaient me dire à moi quelque chose s'ils n'avaient rien dit au président. Mais bon. Et s'ils n'avaient pas ordre de lâcher un certain nombre de choses. Donc vous rencontrerez le secrétaire général de l'Élysée. Précisément, qu'est-ce que vous lui avez demandé à Emmanuel Macron? Je lui ai dit deux choses. Je lui ai dit j'ai la preuve depuis l'été dernier que la France m'a menti, puisqu'on a ressorti des faux, puisque les Australiens ont ressorti des photos françaises montrant des débris, d'accord? Or, on m'avait dit, la France n'a rien. Donc, je lui ai dit pareil, on a fait déclassifier un dossier de la DGSE, il est tout blanc. Qu'avons-nous à cacher? Il est tout blanc, le dossier. Il n'y a que du blanc. Donc,
Je lui dis, je veux le voir pour qu'ensemble, il me donne les informations que la France a. C'est tout. C'est tout ça. pour ça. L'autre chose, ce que je veux lui dire, mais ça c'est plus compliqué. La première chose, il peut le faire. La deuxième chose, c'est beaucoup plus compliqué parce que je veux lui dire, vos alliés, Monsieur Macron, que sont les États-Unis et l'Angleterre, ne nous aident pas du tout dans cette histoire. D'accord ? Ils ne veulent pas donner ce qu'ils ont. Le FBI ne donne rien, etc. Inmarsat ne donne rien. Si vous pouvez nous aider diplomatiquement à pousser pour qu'on ait des infos de ces gens-là, bah pourquoi pas. Mais ça, à mon avis, c'est beaucoup plus compliqué. C'est ça, donc l'accès à tous les documents dont la France dispose, et puis que Paris fasse pression sur les pays qui détiennent des informations. Vous le dites, il y a ce juge d'instruction qui vous accompagne, et vous le disiez aussi, ce n'est pas le cas dans tous les dossiers. On se heurte aussi à ça, au secret défense, quand on est dans ces procédures-là. Aux problèmes diplomatico-économico-financiers, en général. Que vous parliez de la Colombie, que vous parliez de l'Égypte, que vous parliez... on se heurte de la Thaïlande aussi. On se heurte toujours à des problèmes diplomatiques, forcément. Et puis là, sur le secret militaire, officiellement, les militaires ne veulent pas donner les capacités techniques de leur radar. Aussi. Donc ils ne veulent pas donner leur raw data officiellement, donc les données brutes, parce qu'ils ne veulent pas montrer ce qu'ils sont capables de faire. Donc ça, c'est leur explication. Oui. Par contre, bon, Inmarsat, c'est pas militaire. Pardon ? Inmarsat, c'est civil. Oui, mais ils disent que s'ils donnent la première ligne, leur système est piratable, parce que ça donne une clé de cryptage. Ah oui. Donc c'est leurs explications à chaque fois pour ne pas donner Pour la ne pas donnée source. fournir, pour ne pas Elles sont fournir. peut-être vraies, elles sont peut-être fausses. On est toujours sur le premier cercle, États-Unis, Angleterre, Australie. Oui. Qui sont des alliés, vous l'avez dit, de la France. J'aimerais qu'on dise quelques mots, il nous reste 5 petites minutes, ensemble sur ce que l'on a appelé les MHistes. Ce sont tous ceux qui ont cherché aussi. Alors, vous en êtes un. Alors, ça va de scientifiques à des mathématiciens, des ingénieurs, des médiums, parce que, évidemment, ça entretient aussi beaucoup de fantasmes et vous essayez, vous, de rester dans une forme de rationalité, vous posez des questions, mais on a vu la photo de cet homme. Il s'appelle Blaine Gibson. J'aimerais que vous nous en disiez quelques mots. Alors, Blaine Gibson, c'est quelqu'un qui a trouvé des débris, globalement. Donc ça, officiellement, c'est la version officielle. Donc c'est un homme qui, tout d'un coup, a dit « Cette histoire, c'est pas possible. Je vais aller chercher les débris. » Il est américain et avocat. Il est américain. Il a une histoire quand même extrêmement complexe. Je vais m'arrêter là. Blaine Gibson, il va une journée en Tanzanie. Il trouve un débris, comme par hasard, sur la plage. Il convoque à Madagascar France 2. Et pof, on trouve un débris au même moment. Il nous fait venir, nous, toutes les familles à Madagascar. On se split en 3. Donc moi, je vais dans un endroit, les Malaisiens vont dans un endroit, les Chinois vont dans un endroit avec Blaine Gibson. Le seul gens qui trouvent un débris, c'est les gens avec Blaine Gibson. Bon, Blaine Gibson, pour moi, ça ne fait aucun doute, c'est du pipeau. Je veux dire, et il faut savoir que tous les débris qu'ils trouvent, il n'y en a aucun où on a dit officiellement c'est un débris de l'avion. Bon, allez, faut qu'on arrête. Mais est-ce que malgré tout, au départ, on a envie d'y croire ? Bien sûr qu'on a envie d'y croire, bien sûr. Mais il fait partie de toute... Enfin, je sais pas. J'ai même pas envie d'en parler. Ce gars-là n'a rien trouvé de sérieux. Bon, voilà, c'est tout. Alors, il n'est pas le seul, parce qu'il y a des forums qui sont dédiés à la disparition de cet avion avec des milliers de messages. Ça perturbe, les recherches, ça crée quelque chose qui vient perturber tout ça. Ça crée surtout un bruit médiatique. Et clairement, les seules théories qui ont de plus en plus de preuves pour les étayer sont les théories du complot, qui sont pour cela totalement farfelues. Mais il y a quand même, faut quand même, moi j'en fais partie, donc de bonne foi, il y a énormément de personnes, et c'est ça qui est incroyable, parce que j'ai fait beaucoup d'enquêtes bénévoles sur des accidents avec mes petits moyens, mais là on a des astrophysiciens, des spécialistes des communications, on a des spécialistes de la vie marine qui vont regarder la taille des coquillages, on a des gens de tous les horizons qui se réunissent pour travailler sur ce cas particulier. Alors intellectuellement c'est passionnant quand on essaye de rechercher. On a l'impression de faire avancer le bébé, donc après c'est vrai que les résultats sont pas là, mais il y a un vrai... Mais sans mauvaise intention, c'est ça que vous dites. Il y a vraiment des milliers de personnes qui sont des chercheurs, des gens de très haut niveau, des gens du CNRS, des gens de la NASA, qui arrivent à faire avancer l'enquête, et notamment ces premières analyses, notamment sur l'orientation initiale de l'avion vers le sud, sont aussi
des données qu'on a pu récupérer simplement parce que quand les autorités malaisiennes ont présenté ces données au début, il y a quelqu'un qui a pris une photo dans un hôtel, l'hôtel du Lido. Ils ont pris ces photos et c'est à partir juste des données que quelqu'un a pris en photo qu'ils ont réussi à faire des analyses qui sont d'une complexité inouïe. On arrive à soustraire, parce que le satellite passe dans l'ombre de la Terre, donc il est un petit peu plus lent, donc ça répond pas de la même vitesse. Enfin, c'est inimaginable, je suis incapable de comprendre ces choses-là, mais il faut les agréger, il faut les mettre les unes avec les autres, et on arrive à faire quelque chose qui est quand même assez sérieux. Il faut faire le tri, il faut s'en préserver aussi sans doute. Et plus simplement, les pêcheurs des Maldives, là. Oui, on a retrouvé des choses aux Maldives. Non, mais les pêcheurs, eux, qui disent avoir vu passer... Mais vous avez appris à vous protéger de tout cela? Je sais pas, mais moi je remercie tous ces gens qui regardent ça. Par exemple, je parlais tout à l'heure des boîtes noires qui ont émis des bruits. Heureusement qu'il y avait des gens comme vous qui, dès le départ, ont dit c'est pas la bonne fréquence, l'Australie. Donc ce n'est pas possible. L'Australie a mis un mois à le dire. Mais heureusement, il y a des gens comme vous qui ont regardé la fréquence et qui se sont dit mais c'est pas la fréquence des boîtes noires. Ça dit arrêtez de nous dire n'importe quoi. Donc il y a des tas de gens qui se passionnent. Heureusement qu'ils sont là. Après, ce que je leur reproche, c'est qu'ils travaillent sur des données auxquelles je ne crois pas. C'est tout. Merci beaucoup à tous les trois. 4 ans, on le disait, 4 ans d'attente pour vous. On espère que les choses se débloqueront dans les années à venir. Vous restez évidemment avec nous sur LCI.